Philippe Curval, bonjour. Ça fait interview. Je voudrais que tu nous dises un peu où on est. On est dans ton bureau. Oui, on est dans mon bureau, que j'ai depuis une vingtaine d'années, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'appartement, puisque Anne avait un bureau et moi j'avais un tout petit truc microscopique où les livres s'entassaient, je pouvais même plus y vivre. Donc j'ai résolu de prendre ça. J'ai eu un magnifique Hongrois qui m'a refait tout en bois, avec des très beaux projecteurs talons. Enfin, je suis très très content. Un bureau que j'avais acheté en merisier, à la place considérable. Enfin, vraiment, je suis très très bien. Donc c'est ton... Tu y vas tous les jours. Oui, oui, j'y vais tous les jours en principe. Donc si ça fait 20 ans, ça fait quelques œuvres que tu as écrites ici. Et t'as une discipline particulière? Tu viens à quelle heure où t'as... C'est-à-dire que dans le temps, si tu veux, je venais le matin vers 11 heures et j'allais déjeuner à 1 heure, 2 heures. Puis je revenais l'après-midi jusqu'à plus d'heures. Ça dépendait de ce qu'Anne avait à faire, etc. T'as tout ton matériel, t'as tes livres, t'as de quoi dormir. Bon, enfin, pour t'allonger éventuellement. Oui. Mais voilà, il y a de la place pour une personne vraiment. Et du coup, t'es dans ton univers. Voilà, je suis chez moi. Oui, c'est ça, je suis à l'intérieur de moi-même. Ouais, c'est ça. Bon, là, t'as des livres, il y a tes décollages, et on va parler du ressac de l'espace, puisque dans ta bibliothèque, on a trouvé tout de suite, tu sais exactement où est chaque livre, on a trouvé la première édition du ressac de l'espace. Oui, voilà. Donc 1962, c'est 62, ça? Tu oui. nous racontes parce que c'est un livre que tu as commencé d'écrire, il me semble, à 17 ans. Oui, c'est ça, même un peu avant. Un peu avant. Et si tu veux, ça prouve que bien longtemps avant que la science-fiction existe, des quantités d'écrivains français comme moi, et André Roeland, ou Gérard Klein, ou Michel Jury, ont commencé à écrire des livres. Si la science-fiction américaine n'était pas arrivée, on aurait créé peut-être une école littéraire. De toute façon, on aurait vraiment publié dans la normalité des livres de science-fiction sous un autre nom, qui n'était pas très utile, quoi. Bon, enfin, ça a été fait, on n'y peut rien. Donc là, si tu veux, ça a été très bien. J'ai eu le prix Jules Verne. Tu peux expliquer rapidement, enfin, on a trouvé des images, mais quelques images, mais tu es passé à cette époque. C'était donc en 62, c'était la Tour Eiffel, c'était vraiment l'événement. C'était l'événement. Tu te rends compte que il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision à l'époque et qu'on a eu quand même au moins 30 secondes à la Tour Eiffel avec des entretiens. C'est extraordinaire. C'était les actualités? C'est les actualités, je ne sais pas, les actualités françaises ou si c'est Fox Moviton, je ne sais pas. Je ne peux pas le retrouver, malheureusement. Succès? Oui, à ce moment-là, le Rayon Fantastique vendait environ les 30 000 exemplaires. Oui, oui, c'est bien. Oui, c'était correct. Et il y a eu alors 2 autres éditions. Oui, c'est-à-dire qu'après, donc, il est publié chez J'ai lu. Donc ça, c'est la première réédition, avec une image de Tchernius, qui était un peintre assez intéressant. Donc à chaque fois, j'ai légèrement changé le texte, si tu veux. De plus en plus, faut bien le dire. Oui, on va parler de la dernière édition. Voilà. Et même entre ces 2 éditions J'ai lu, tu as changé? Oui, oui, oui. D'accord. Et après, il y a eu 2 éditions numériques que j'ai changées aussi. Oui. Là, il a été publié en Roumanie. Oui. On a une édition roumaine. Tu veux nous... Non. Une édition roumaine. D'accord. Tu as réécrit. Et du coup, entre 62 et 2022, voilà. On sort à la Volte. 60 ans plus tard, le ressac de l'espace rénové. Ouais. Donc d'abord, tu as composé la couverture. Oui. Avec nous. C'est-à-dire que j'ai voulu faire l'image la plus simple, c'est-à-dire que l'espace et le ressac, plutôt que ces couvertures qui souvent... C'était une époque aussi. C'était une autre époque. Voilà. Et tu as retravaillé, on a retravaillé ensemble. Oui, oui. Enfin, je ne donne pas d'injonction, enfin on a échangé. Et c'est vrai que ça t'a fait quoi? Enfin,
a posteriori de revoir ce texte que tu as revu donc 6 fois déjà. Il est évident que je n'écrirai plus aujourd'hui tel que je l'écrivais à l'époque, parce que je ne reproche rien à ce livre, je le trouve toujours aussi comme je le revendique toujours autant. Oui. Mais bon, c'est vrai que j'écrirai plus de la même façon. Mais finalement, ça a l'air d'avoir réussi, puisque en tout et pour tout, si je compte les numériques, les 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est la 7e édition, il y a quand même pas moins de 180 000 exemplaires, quoi. Oui. Et on attend, on va ajouter les exemplaires de la Volte. Oui, absolument. Là, tu as beaucoup refait quand même, enfin, plus que d'autres fois, non? Oui, c'est-à-dire que il y a quand même des choses qui étaient très très supportables quand j'avais 15-16 ans. C'est-à-dire que par exemple, on pouvait très bien envoyer des gens sur Vénus. Et donc maintenant, ça paraît totalement invraisemblable, puisque quand même, malgré que la fiction l'emporte, la science la grignote. Et donc, Vénus, évidemment, est inhabitable. Et j'ai rajouté le fait qu'on avait implanté des cellules de vie dans l'atmosphère de Vénus, quoi. Ouais. C'est pas la seule chose. Sur le plan technologique, que ce soit aucun de mes romans que j'ai tout retravaillé, je n'ai jamais changé les données technologiques qui étaient insérées. Alors, nous, on dit que c'est presque, c'est pas vrai, mais il y a un peu de ça, que c'est presque notre premier roman de science-fiction vraiment Oui, à la Volte, parce que il y a une invasion avec des aliens, il y a, comment dire, il y a domination télépathique, il y a des bonds dans l'hyperespace, donc là, on est vraiment là-dedans. C'est un vrai roman de science-fiction, mais à l'époque où, si tu veux, le monde n'existait pas, et donc, tu vois, qu'on était tout à fait prêt à déverser dans la littérature générale des livres qui d'ailleurs étaient faits auparavant, parce que ce soit Barjavel, Jacques Spitz, Maurice Renard, il n'y avait pas marqué science-fiction. Oui, ils écrivaient. Quelquefois, il y avait marqué roman extraordinaire, mais c'est à peu près tout. C'est que, d'une manière générale, les extraterrestres étaient toujours très hostiles, ou c'était au contraire les humains qui étaient très hostiles vis-à-vis des extraterrestres quand ils envahissaient des planètes. Et moi, pour la première fois, je pense que j'ai pas lu toute la science-fiction, mais je crois qu'en 1960, comme j'avais commencé bien avant, donc il n'y avait pas d'extraterrestres doux. Et ce que j'ai voulu faire, justement, c'est montrer qu'il y avait une possibilité de contact. Alors évidemment, c'est un contact assez particulier, puisque ce sont des êtres qui peuvent se déplacer difficilement, les Tsalks, et qui, finalement, en vivant sur les planètes qu'ils occupent, finissent par tuer l'habitant. Et là, donc, le ressac de l'espace les entraîne sur Terre, et là, finalement, ils retrouvent des gens, des êtres vivants très différents de tous ceux qu'ils avaient eus jusqu'à présent. Donc, ils ont trouvé une solution, c'est de faire un contact télépathique, de façon à essayer de tout organiser autour de l'humanité pour leur donner une impression d'harmonie, de beauté, d'agrément, de vie, etc. Et donc, petit à petit, ils vont conquérir la mentalité des terriens et réussir parfaitement leur invasion, qui n'en est pas une, puisque les terriens acceptent très très bien cette suggestion, qui n'en est pas une, parce que il leur amène la beauté, il leur amène des jeux, il leur amène des quantités de choses très agréables que les humains apprécient. Par contre, il y a toujours des gens qui sont révolutionnaires, j'en suis un, et donc ils ne peuvent pas supporter cette suggestion, même si elle est bien heureuse, et ils décident de s'évader vers Vénus pour pouvoir entamer la lutte. Entamer la lutte, mais ils ne savent pas trop comment, parce que c'est un problème extrêmement compliqué. Évidemment, les Tsalks sont très vulnérables, en ce sens qu'ils ne peuvent pas... Ils ont juste des toutes petites tentacules, ils ne peuvent pas faire grand-chose en dehors de leur cerveau. Donc ils vont préparer l'invasion de la Terre, mais enfin, les conditions sont à définir au cours du roman. Oui, tu veux pas dire trop. Disons que ce qui est drôle, en plus, c'est qu'effectivement, les terriens sont très heureux comme ça. Du coup, les résistants, ils sont quand même bien embêtés. Libérer les terriens dont la majorité ne veut pas être libérée, voilà, c'est pas nécessairement la solution. Alors bon, on parle pas du dénouement, bien sûr, mais qui est évidemment surprenant.
mais on n'est pas dans ce qui aujourd'hui pourrait être classique de l'invasion de l'alien. On est pas dans une symbiose parce qu'on est quand même dans une sorte de domination. Ah Ils ouais, voudraient aller dans une symbiose, mais c'est quand même les Tsalks ouais. qui décident. Mais les humains, en plus en étant dominés télépathiquement, ont une petite excitation physique, voire orgasmique, donc ils sont vraiment Ouais, parfaitement ouais, ouais. heureux. Hein. Donc ça c'est très très drôle. Que ce soit il y a 10 ans, 30 ans, 60 ans ou maintenant, ça reste. Enfin, c'est l'humain. La question c'est c'est l'humain et son autonomie. Le seul regret que j'ai, si tu veux, c'est par exemple, tout le monde sait, enfin tu sais, et ceux qui l'ont lu le savent, que dans cette surhumanité et dans la trilogie, j'ai quand même mis Internet, le vote électronique, les GPS et des quantités d'autres choses. Avant l'heure, oui. Avant l'heure qui n'existaient pas. Oui. Et quand j'ai commencé à écrire Le sac de l'espace, mon idée était que Paris allait entourer, le vieux Paris allait rester au centre, et que tout autour, elle allait s'édifier des buildings. C'est la seule chose que j'ai ratée, parce que j'aurais bien aimé que ça se transforme comme ça. Ouais. Enfin, pas Bien sûr. pour mon plaisir, mais simplement pour que ça réalise. ressemble Ouais. à mes Oui, c'est ça, faudrait que la réalité, Voilà. c'est la réalité qui dérape, quoi. Bien entendu, elle correspond pas toujours à tes livres. Non, pas du tout. Ouais, ça c'est gênant. Le cul dans tout ça. Le cul est assez faible. Bah là par rapport à d'autres livres de toi, mais là il est présent. Il y a que néanmoins des scènes un peu orgiaques, pas brutales mais orgiaques, où justement les Tsalks, mais ça on peut pas raconter, les Tsalks du coup vont éprouver des nouvelles sensations qu'ils ignoraient. Ce qui prouve que cette communication n'est pas totale. Il y a des échanges au fur et à mesure que la planète est soumise à leur télépathie. Petit à petit, les gens qui sont soumis envoient leurs idées, et donc les Tsalks les reçoivent et sont contaminés. C'est ça qui est intéressant. Donc ce qui est intéressant, c'est des extraterrestres qui ne sont pas hostiles, un échange qui va se produire entre des envahisseurs et des envahis, et ça c'est quand même quelque chose d'assez différent. Et l'aspect politique, donc un peu malicieux, très malicieux, qui est, en fait, les Terriens, la majorité est contente et il y a une poignée de révolutionnaires qui sont quand même bien embêtés. Voilà. Alors, la seule chose qu'on m'ait reproché, c'est que les gens sont des commandants, ils sont tous... à relire aujourd'hui, bien sûr. Oui, c'est un commandant intrépide, le héros avec son amoureuse. Voilà. Mais d'un certain point de vue, à l'époque, les gens qui allaient dans l'espace, parce que c'était quand même des militaires, c'était pas autre chose. Oui, enfin, ils sont très libres, hein, pour le coup. Merci beaucoup.